commencez à vivre pleinement lorsque vous prenez conscience que chaque moment de la vie est une grâce. Ce matin, lundi, premier numéro de la semaine sur la télévision du Burkina Faso, l'apéro de Géné, nous sommes au poste de contrôle. Nous sommes parce que vous êtes, nous sommes parce que vous l'avez voulu, nous sommes parce que vous nous avez porté depuis donc la première émission sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, pour ce lundi, des étudiants nous rendent visite et c'est eux qui feront cette émission, c'est eux qui enverront donc cette ambiance dans notre magnifique studio et nous allons encore les entendre s'applaudir pour s'annoncer très fort, s'il vous plaît. Et comme invité, nous avons un professeur, un enseignant, un monsieur qui est resté toujours aux côtés des étudiants et qui est très adulé, plébiscité par ses étudiants. Il est avec nous et ce n'est pas pour rien que ces étudiants l'accompagnent ce matin quand nous allons l'installer dans la rubrique tranche de vie sur notre chaise. Le tapis rouge lui sera entièrement déroulé. Mesdames et messieurs, nous allons en savoir plus sur l'homme. C'est un jeune homme apparemment calme mais pétri de connaissances, très intelligent, prolixe. Nous allons l'installer tout à l'heure, mais avant, mesdames et messieurs, nous respectons la tradition à cette émission. Eh bien, c'est musicalement que nous vous souhaitons la bienvenue tout en espérant que cette semaine sera très bonne et sera fructueuse. Semaine lumineuse pour chacun de vous, mais seulement lorsque vous aurez compris que c'est votre attitude qui va déterminer la vision ou le regard que les autres auront de vous. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, let's go. C'est le clip pour vous installer.
Malheureusement, il y a ces personnes-là toujours autour de nous, mesdames et messieurs, des personnes que nous côtoyons au quotidien, des personnes qui ne sont pas du tout de belles âmes, des personnes qui apportent rien que la tristesse et la désolation. Eh bien, la solution, c'est de pouvoir donc s'en éloigner. N'est-ce pas, Zidiara? Bonjour et bienvenue, c'est lundi, nous te souhaitons une très belle semaine. Et avec toi, il sera question de parler d'un sujet dans la rubrique Le de la Cité pour ce lundi matin. Et je vais demander à nos étudiants d'applaudir pour ce monsieur, s'il vous plaît. Non, ça fait plaisir. Alors non, je suis trop bluffé. Alors, big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. Ça, c'est pour vous. 4 bis, une devise, vise celui qui te vise, c'est le vise. Big up diamant à tous les Burkinabés. Jackie, ça a monté. Alors, bonjour. Alors, tu as oublié la formule magique. Attends, Paf Tiki. Bonjour la Dream Team. Les gars, ça fait plaisir. On est là pour mettre bien les téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro. 4 bis, une devise. Paf Tiki 58. L'apéro, c'est le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information. Avec Jackie Elfe nous représente. Et pour la Dream Team, tu testes, tu dates. Paf Tiki 58. C'est un bonjour très chaud, un bonjour chaleureux, un bonjour qui va sans doute réveiller toutes ces personnes qui sont encore alitées, toutes ces personnes qui ne sont pas encore sorties de leur lit. Il faut se lever, c'est lundi matin. On dit toujours que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais aussi l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui savent aller là où il faut aller. C'est ça aussi qui est important. Il ne suffit pas de se lever tôt et de pouvoir traîner dans la maison et puis attendre que l'avenir puisse aller. Alors, Zidiara, le de la Cité aujourd'hui, lundi, va s'intéresser à quel sujet pour nos téléspectateurs? Alors Jackie, rien que la semaine passée, on en parlait, et voilà hier qu'à Bobo-Dioulasso, une benne a percuté mortellement un piéton. Vraiment, nous pensons qu'il faudrait justement que ces camionneurs la revoient donc leurs heures donc, de circulation, mais il faudrait également que les autorités compétentes sévissent parce que trop, c'est trop. Les détails de cette chronique, c'est dans un instant. Dans un instant, mais avant, il faut rappeler qu'il y avait également, je pense que c'était un décret ou un arrêté, si j'ai bonne mémoire, qui donc précisait les heures de circulation de ces camionneurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que cette loi n'est pas appliquée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens sont fatigués de lire les lois et puis de passer dessus? Alors, il est temps également de tirer sur la sonnette d'alarme et d'inviter les autorités donc à veiller à ce que ces lois-là soient appliquées et que tout le monde puisse donc s'aligner. Parce que nous n'avons pas besoin de citoyens inciviques dans notre pays. Le pays déjà a ses difficultés, il ne faudrait pas que les uns et les autres en rajoutent. Merci Zidiara. Développement dans un court instant avec vous dans la rubrique lorsque le moment sera bien indiqué. Jeudi, lundi, jour de chronique, eh bien Sandrine Konaté aussi est avec nous. Et pour ce lundi, elle va nous proposer quelque chose dans la rubrique corps de métier. On applaudit pour Sandrine Konaté. Bonjour Sandrine. Ah, ok. Bonjour. Je m'étais laissé emporter. Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour au public, bonjour la team téléspectateurs de l'apéro. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous êtes connectés, vous avez raison puisque c'est l'apéro qui va débuter. Il y aura de bulles pétillantes avec ce zeste de folie qui fait toute la différence. Et pour en profiter, c'est simple. C'est comme d'habitude. Allumez votre poste téléviseur, restez connectés parce que le reste, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté. J'aime bien cette phrase qui nous donne encore plus de raisons donc à exécuter notre mission comme il se doit du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel, l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Adèle Ramba est avec nous pour la citation du jour, mais aussi pour l'énergie qu'elle va donner. Acclamation pour elle s'il vous plaît. Amen. Bonjour Adèle. Comment tu vas? Bonjour Jackie, très bien. Ça va? Bien, oui. Alors avant de dire bonjour aux téléspectateurs, surtout au charmant public qui se trouve là aujourd'hui, j'ai envie de revenir au fait sur ce que Zidiara disait. C'est le Pap Tiki 58 là. C'est ça qu'il a fait. Oui, donc il est en mandat jusqu'en fin janvier. Le jour que le PAF va quitter. Ah non, même avec le PAF là, c'est jusqu'en fin janvier, on divorce. De toute façon, il n'a que ça à t'offrir. D'accord. Ah bah Sandrine, la conseillère matrimoniale a parlé. Zidiara, laisse-moi te dire, tu sais
sais comment on appelle Adèle? Voilà, il n'a que ça à t'offrir. Tu vois, ta femme vient de le dire, garçon, on va C'est pour cela que je dis à Mika de s'éloigner d'une chose. C'est Sandrine. Sandrine, D'une chose. mauvaise. D'accord. Alors, Zéliara, laisse-moi te dire une chose. Adèle Rwamba, ce n'est pas la femme indiquée pour toi. Si tu veux vivre longtemps, Pas gâter mon nom. il faut éviter de rencontrer ces personnes. On vit trop bien. Il vit déjà bien. Hein? D'accord. C'est pas ça qui fait pousser mes fesses. Si ça vous convient, eh bien tant mieux. Alors, bonjour Adèle. On va aller pour la citation également. On va pour la citation. Mais avant, je souhaiterais quand même dire bonjour. Vous êtes très nombreux à me dire, Adèle, pourquoi tu ne mentionnes plus la diaspora? Est-ce que moi qui suis là, je peux vous oublier? D'accord. Non. Je ne pourrai jamais vous oublier. La diaspora, je sais ce que vous vivez là-bas. Je sais ce qui se passe là-bas. Je sais ce qu'il y a là-bas. Donc, je ne peux pas vous oublier. Je vous ai toujours au fond de mon cœur. Donc, ceux de la diaspora des 4 coins du monde, je vous embrasse et surtout beaucoup de courage. J'espère que vous avez la pêche, la patate et surtout la banane comme moi ce matin. Moi, je suis en pleine forme et je rends grâce à Dieu pour ça. Je m'en vais de ce pas pour la citation du jour. Le bœuf ne se vante pas de sa force devant l'éléphant. Fin de citation. Restez connectés. Ne se vante pas de sa force devant l'éléphant. devant l'éléphant. Donc, voilà, donc restez connectés. L'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Et aussi, rappelez que le grand but de la vie, mesdames et messieurs, ce n'est pas le savoir, mais l'action. Et nous avons décidé d'être des hommes d'action. Nous avons décidé d'être des hommes qui également opèrent des actions sur le terrain, au quotidien, pour le plaisir de nos téléspectateurs. Merci de nous rester fidèles. Merci de nous porter dans vos différents cœurs. Et merci surtout de ne pas rater l'aventure de l'apéro déjeuner. Let's go à présent pour installer notre invité ce matin dans la rubrique Tranche de vie, juste après cette transition. Nous le disons en début d'émission, c'est un grand monsieur, statut professionnel. Il est professeur d'anglais au lycée municipal de Paspanga. Il a été plusieurs fois honoré, s'il vous plaît, lauréat du concours Débatteur, version télé organisée par l'association Perform à la RTB en 2014, lauréat du concours également, le même concours organisé également par l'association, c'est quoi, voilà, du concours 10 minutes pour convaincre, organisé par Ciné Droit Libre, 13e édition, parrainé par l'international français Liliam Thuram, c'était en 2017. Il a occupé des fonctions, notamment parmi lesquelles nous pourrons retenir délégué élu de promotion au département d'études anglophones de l'université Joseph Kizerbo de 2014 à 2016, secrétaire chargé des affaires culturelles club d'anglais de l'université Joseph Kizerbo 2013-2014, premier porte-parole les membres fondateurs de la coalition déléguée élue de promotion, coach de l'équipe de débatteurs, voilà ce qu'on appelle débatteurs, voilà, de l'université Joseph Kizerbo, champion national des débats oratoires 2007-2017, secrétaire général du comité des résidents de la cité universitaire de la Padoie 2015-2016, fondateur et premier coordonnateur du club des débatteurs de la cité universitaire de la Padoie, initiateur du projet ambassadeur du livre, formateur en technique de prise de parole en public. Mesdames et messieurs, public charmant ce matin, Séligo Abdoulaye est avec nous, alias monsieur Malcolm Biko. Wow. Oh, il a fallu encore plus de souffle. Allez chercher tout au fond pour dérouler toutes ces casquettes. Bonjour, Malcolm Biko. Bonjour mon très cher aimé et bien-aimé Jackie Elfeno, un grand frère que j'aime bien, que je prends du plaisir à suivre chaque jour lorsque l'émission Apéro passe et que j'ai l'opportunité d'être à la maison pour suivre cette émission qui fait la fierté de notre pays. Oh, est-ce qu'on peut l'applaudir? Il y a mon cœur qui fait comme ça, boum, 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 boum. J'essaie de le retenir, mais il n'arrive pas. Mais c'est pas bien grave. Je suis très honoreux. Merci pour ces gentils mots choisis. Merci. Pour me rendre ce vibrant hommage. Mais quant à moi, laisse-moi te dire que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour également ce que tu fais. Merci. Et c'est ensemble que nous allons bâtir notre pays. C'est son salaire comme ça. C'est mon salaire. C'est son salaire. Voilà. Et là, je viens de recevoir mon salaire. Ouais. Donc, du coup, je vous promets de vous donner à chacun 100 francs, ça peut aller. Alors, c'est bon. Tout le plaisir est pour nous de t'avoir sur notre plateau. Aujourd'hui, tu as embarqué la cité universitaire de la Padoie avec toi. Comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ton secret? Comment tu fais pour être tant adulé et plébiscité par ces étudiants qui sont par moments très difficiles quand même? Ah oui.
On va même pas mettre ça en tout d'abord, avant de répondre à votre question, dans mon village, il y a un adage qui dit avant de savourer la noix de karité, la chèvre se doit d'abord de rendre hommage au vent qui a fait tomber le fruit de l'arbre. Et je m'en voudrais de commencer sans dire un grand merci au comité d'organisation des festivités du 25e anniversaire de la Cité universelle de la Padoie, qui a bien voulu m'honorer de cette invitation. Et je remercie également toute l'équipe de réalisation de cette émission qui vous accompagne, qui a pensé bien évidemment que ma modeste personne pouvait être aujourd'hui associée à cette émission afin qu'elle soit belle. Alors, pour répondre à votre question, je pense d'abord que ce qui me caractérise, c'est l'humilité. Quels que soient les différents succès que j'ai pu engranger au cours de mon passage à l'université comme au sein de la cité universitaire, je ne me suis jamais senti supérieur à un étudiant, encore moins inférieur. Je suis tout simplement un de leurs qui a ses qualités et ses défauts. Et c'est dans cette perspective que beaucoup ont trouvé qu'ils méritent de témoigner à mon égard leur confiance. Et c'est en cela que nous marchons ensemble jour et nuit dans les différents défis qui nous attendent, tant au niveau universitaire qu'au niveau national et pourquoi pas continental, parce que nous sommes aussi et avant tout des Africains qui avons le devoir de relever les grands défis que nos ancêtres ont commencé et que nous devons terminer. Monsieur Siedgo, laissez-moi vous dire que vous êtes dans cette même vision que moi, vous êtes dans la même dynamique. Mon père à moi, mon géniteur me disait toujours, lorsque vous échouez dans la vie, lorsque vous échouez quelque part, ne vous posez pas de questions, ne jetez pas l'anathème sur qui que ce soit. Asseyez-vous, regardez-vous au miroir et dites-vous que c'est votre orgueil qui a pris le dessus. Et vous avez très bien compris cela vite. Vous avez su allier donc à votre talent, à votre savoir-faire, de l'humilité qui vient encore une fois de plus donner encore plus de sens à tout ce que vous faites. Humilité plus talent, eh bien naturellement le résultat c'est la gloire et surtout le respect que les autres auront toujours pour vous. Absolument. Ce que vous dites est assez intéressant parce que je suis également dans la même perspective. Ce que j'appelle, ce concept que moi j'appelle l'anti-victimisation. Oui. Et chaque fois que j'ai l'opportunité d'échanger avec mes jeunes frères au niveau du campus ou même dans les cités universitaires, je les amène à comprendre que c'est vrai. Nous connaissons des difficultés. L'Afrique a traversé des époques sombres. Mais chanter cela chaque fois et brandir cela comme un prétexte de notre échec, c'est tomber dans la victimisation. Moi, je suis dans la perspective de l'anti-victimisation. L'anti-victimisation consiste à se relever là où beaucoup ont échoué. L'anti-victimisation consiste à prendre les responsabilités qui sont les nôtres, à ne pas chaque fois pointer du doigt accusateur l'autre, parce que ce faisant, on le rend responsable de notre bonheur, alors que nous sommes avant tout les acteurs de notre histoire. Et je pense que ce que vous dites est assez intéressant et ça cadre dans la même perspective qui est la conduite que je me suis assignée depuis maintenant près d'une dizaine d'années dans ce combat que nous menons avec les frères et sœurs de différents horizons. Et je pense qu'avec cette veine-là, nous allons réellement soulever des montagnes au profit non seulement de notre pays bien-aimé, le Burkina Faso, mais de l'Afrique tout entière, comme je l'ai si bien dit au début. Merci beaucoup. On va l'applaudir. Vivement que tous ces jeunes qui suivent cette émission puissent donc à la fin, à la suite de cette émission, puissent retenir tous ces beaux messages, cette philosophie, cette façon de voir les choses, parce que c'est de ça que nous avons besoin pour bâtir et ensemble évoluer et surtout hisser le drapeau de notre pays partout dans le monde entier. Nous sommes très ravis de vous avoir. Il y a de la matière, il y a quelque chose à donner, mais nous allons en savoir plus sur vous tout à l'heure. Mais avant, Sadoune Konaté, est-ce qu'il y a-t-il une réaction à l'instant T à chaud, à chaud? Waouh, je dirais que ça ne me surprend pas qu'il ait remporté, je pense, la version télé et la version radio de Tébatteur et aussi un prix de ciné droit libre, voilà. En tout cas, le verbe, vous l'avez. Et je dirais que vous faites aussi penser à vos étudiants. En fait, il n'y a pas une grande... Vous êtes jeune, vous parlez au nom de vos étudiants, vous parlez un peu comme vos étudiants et vous avez des idées en tout cas bien tranchées. C'est un grand leader et c'est un monsieur également qui inspire beaucoup d'étudiants. Mais une chose aussi est d'avoir le verbe, mais encore plus d'avoir de la cohésion dans ce que l'on dit. Ouais. Parce que beaucoup aujourd'hui ont du verbe, ils sont très souvent
C'est du verbiage. Non, on les appelle très souvent les pédants. Il y a des pédants, voilà. Et nous ici, on ne parle pas de pédants. On ne parle pas non plus des gros monologues. On parle de celui qui a une certaine logique dans ses idées, qui sait mettre les choses là où il faut. Pas le boileau. Pas le boileau, pour donner un sens. Parce que très souvent à l'université, on dit qu'il faut faire le boileau. Donc, on fait le boileau, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils ont dit. Merci, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Monsieur Sedgo, alors, on va encore plus savoir sur vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, hormis ce qui a été dit sur vous en entrée, il y a un autre pan de votre vie que beaucoup ignorent. Notamment, le garçon tout petit que vous étiez. Vous êtes né où? Vous avez grandi où? Est-ce que vous avez fait vos études à Ouagadougou? Est-ce que vous étiez en Côte d'Ivoire? C'est sûr que vous avez quand même connu la Côte d'Ivoire. Ça, au moins, c'est sûr. C'est où? C'est dans la Maintena, non? À Manga. Dites-nous exactement où vous êtes né. Manga. Oui. D'après que là-bas, les gens sont venus, c'est vrai. Bon, Après qu'ils ont 4 yeux. c'est des préjugés. Ah, des préjugés, d'accord. Ok, super. Et même si c'était le cas, ça fait partie également des forces, des valeurs de l'Afrique. Et puis ça aussi, il faut respecter cela. Le ministre de la Culture sortant, M. Sango, nous a dit ici sur ce plateau, tant pis si vous ne croyez pas au génie du FESPACO. Oui. D'accord, allez. Merci. Alors, comme je le disais tantôt, je suis avant tout un fils de Zuluego, notamment de Manga, Djiba. Mais je suis né de parents immigrés en Côte d'Ivoire. Voilà, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. D'accord. Et donc, tout petit, c'est d'abord en Côte d'Ivoire que j'ai grandi dans un tout petit village, scolarisé dans une école qui avait des difficultés à tenir debout. On avait simplement une salle de 4 classes. 4 classes, une école de 4 classes pour 6 classes. Oui. Alors donc c'est dire que depuis la tendre enfance, j'ai connu cette Afrique difficile, cette Afrique qui n'accorde pas grand intérêt aux conditions d'études, tant scolaires que universitaires. Et donc c'est d'abord dans ce petit village que j'ai grandi et par la suite j'ai obtenu mon entrée en 6e pour arriver au lycée. Le premier constat que je fais, je me rends compte au-delà des moyennes que j'avais parce que j'étais chaque fois premier de classe lorsqu'on organisait les concours. Lorsqu'on organisait les journées d'excellence, j'étais parmi les meilleurs. Et j'arrive en 6e avec une moyenne au-delà de celle que le ministère de l'Éducation à l'époque avait demandé pour obtenir la bourse. Ah oui. Et je me rends au lieu de... J'avais eu 100, on avait demandé 136 et j'avais eu 146 points. Il a pulvérisé les records. Voilà. Donc j'arrive à l'administration de mon établissement pour déposer les dossiers pour la bourse. Et c'est là que l'éducateur me fait comprendre qu'on ne donne pas la bourse aux étrangers. En fait, je n'avais pas, puisque le fait d'avoir grandi en Côte d'Ivoire, d'avoir été au milieu des jeunes Ivoiriens, de vivre les mêmes réalités que ces derniers, je ne me rendais pas compte de cet aspect d'étranger en fait, puisque je me considérais comme un des leurs. Et donc ce jour, lorsque l'éducateur m'a dit qu'on ne donne pas la bourse aux étrangers, j'ai compris que certes, j'étais au milieu de jeunes élèves qui avaient obtenu leur moyenne, mais j'avais un statut qui était différent de ces derniers. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé véritablement à me questionner sur la présence des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Parce que pour tous ceux qui ont vécu cette époque-là, il y avait assez de clichés qui circulaient. On disait que c'est parce que la Côte d'Ivoire était hospitalière qu'elle avait décidé d'accueillir les Burkinabés qui sont venus. Parce qu'au Burkina, ils n'avaient pas à manger. Il y avait tous ces préjugés-là qui circulaient. Et donc, je me pose la question de savoir, mais comment est-ce que dans tout un pays, on peut avoir des millions de personnes qui se déplacent pour venir dans un autre pays? Qu'est-ce qui n'a pas réellement marché? Et les réponses qu'on me donnait, bien évidemment, à travers les perceptions qui étaient bien naturellement tronquées, n'arrivaient pas à me satisfaire. Et donc, à ce moment-là, il y a une curiosité qui naît à moi, une curiosité que l'école n'arrivait pas à satisfaire, parce que les questions que je posais, les manuels scolaires n'arrivaient pas à y trouver réponse. Et donc, je décide, à travers mes heures creuses, d'aller parfois sur des moteurs de recherche où je tape Burkina Faso. Il m'arrive même parfois de taper Manga, Ouaga, pour voir un peu à quoi ressemble mon pays. Donc, j'ai commencé à vivre cette réalité et j'ai commencé également à apprendre l'histoire du Burkina Faso. Comment est-ce que ce pays est né? Et ça m'a mené à comprendre que réellement ce n'est pas parce que le Burkina était aussi pauvre que ça, parce que lorsque les colons débarquaient en Afrique occidentale, la Haute-Volta à l'époque était la colonie la plus peuplée. Et comme naturellement les Français avaient choisi
de cultiver le café et le cacao, il va de soi que la Haute-Volta étant une zone savalière, ces cultures n'étant pas favorables, qu'on déporte la main-d'œuvre. Et c'est ainsi qu'a été l'épisode du départ de ces millions de Burkinabés vers la Côte d'Ivoire. Donc je me pose la question maintenant de savoir comment est-ce que des gens qui arrivent dans un pays où il n'y avait pas des conditions favorables, qui ont contribué également aux côtés de leurs frères ivoiriens à rendre les choses favorables et qu'aujourd'hui on en arrive à être taxé d'étrangers, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et quelque chose n'allait pas. Le 19 septembre 2002, on était encore tout petit à l'école. On apprend la rébellion. Le motif de cette rébellion-là, on parle d'exclusion et de maltraitance de certaines communautés de la CEDEAO. Justement, je me retrouve dans ce discours, même si au fond je ne cautionnais pas le fait qu'on en arrive à s'en prendre à des innocents, quand on note la vie à des gens qui n'en ont absolument rien à foutre avec cette réalité qui avait été gangrénée par des hommes politiques. Donc, c'est là que j'ai commencé à me cultiver, à me documenter. Et au fur et à mesure, ces choses que j'ai vécues qui devraient m'anéantir ont été transformées en des forces positives et ça a beaucoup contribué à l'amélioration de ma culture propre. Et j'ai compris aujourd'hui que nos aînés ont commis des erreurs. Et ces erreurs-là, il appartient à la jeune génération à travailler. Et j'appelle cela la génération du pont. Un pont n'appartient jamais à une seule rive. Il est un peu suspecté parfois d'être un peu trop de l'autre côté. Mais il nous appartient de ne pas répéter les mêmes erreurs de nos aînés parce que la jeunesse ivoirienne et la jeunesse burkinabé ont un grand défi à relever, être l'espoir de la sous-région ouest africaine. Et ce combat, je compte y contribuer, non seulement en contribuant à la déconstruction des préjugés qui ont été installés, des préjugés qui ont entraîné certains Burkinabés aujourd'hui dans le complexe d'infériorité, et aussi déconstruire ce discours qui a contribué à enrichir les perceptions tronquées, de sorte que d'autres également ne se sentent pas supérieurs aux Burkinabés. Nous sommes tous des Africains, et la seule façon de parvenir à l'unité tant vantée de nos aînés Kwame Nkrumah, Sékou Touré et Thomas Sankara, bien évidemment, c'est que d'abord en priorité, on puisse s'accepter comme Africains. S'accepter comme Africain, s'accepter avec nos différences, c'est ça votre vision et la vision aussi partagée par plusieurs autres jeunes de votre catégorie. On va l'applaudir s'il vous plaît. Alors, Monsieur Sédego, moi j'ai quand même envie de revenir sur un aspect que vous avez abordé lorsque vous êtes arrivé pour le dépôt de vos dossiers dans la quête donc d'obtenir cette bourse et que vous avez été traité donc d'étranger et que cette bourse ne pouvait pas être octroyée à des étrangers. Quelle a été votre conduite? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez passé votre temps à vous retrouver dans les grains pour vous plaindre à longueur de temps et surtout à dire au monde entier ou sur les réseaux sociaux, comme ce que beaucoup font aujourd'hui, comme si les réseaux sociaux étaient une tribune par excellence pour résoudre les problèmes ou pour trouver les solutions aux nombreux problèmes qui minent nos sociétés? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle a été votre démarche concrètement pour pouvoir donc évoluer dans votre cursus? Absolument. Bien évidemment que lorsque j'ai appris cela, la première des choses, c'est de me rendre à l'évidence que j'étais un Burkinabé et je ne pouvais être autrement. Et donc, de ce fait, il y a parfois, lorsque je discute avec certains jeunes frères qui sont venus de la Côte d'Ivoire, certains qui ont un problème d'adaptation, parce que réellement, d'autres n'ont pas eu le temps nécessaire de se préparer psychologiquement. Moi, depuis la classe de 6e, dès l'instant où j'ai compris que mon avenir allait se jouer au Burkina Faso, j'ai commencé psychologiquement à vivre comme si j'étais au Burkina. Psychologiquement, à m'enraciner à travers les valeurs burkinabées. Psychologiquement, à comprendre que mon destin allait se jouer au Burkina. Et jusqu'à ce que l'on vous rappelle que vous étiez étranger, M. Sédego, est-ce qu'entre-temps, vous avez pensé que vous étiez ivoirien? Honnêtement. Bon, au fond, comme je l'ai dit, je n'ai jamais pensé être ivoirien, mais je ne voyais pas de différence. Vous savez d'où vous venez quand vous étiez en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous connaissiez vos origines quand vous étiez en Côte d'Ivoire? Bien évidemment, puisque c'est en Côte d'Ivoire que j'ai appris à parler le moré. Voilà, à la maison, en famille, les parents parlaient du village. Il n'y a pas de raison que quelqu'un quitte la Côte d'Ivoire, qui vienne là, qui dit qu'il ne comprenne pas moré. Acclamation pour M. Sédego. On a compris le message. Alors, on poursuit avec vous. Voilà, donc comme je le disais, c'est bien évidemment en Côte d'Ivoire qu'on a appris à parler le moré. Et pour parler de cela également, il faut insister sur un aspect. Par moment, nos frères qui sont nés et qui ont grandi au Burkina, certains commettent l'erreur de penser que lorsque vous venez de la Côte d'Ivoire et que vous avez un accent ivoirien, de ce fait-là, vous ne comprenez pas le moré. Ce n'est pas vrai. En Côte d'Ivoire, il y a des villages
il y a des villages Mossi qui sont en Côte d'Ivoire, il y a des villages Gourossi en Côte d'Ivoire, et nos parents qui sont là-bas n'ont pas oublié, voilà, nos parents qui sont là-bas n'ont pas oublié leurs valeurs culturelles. Des danses comme le Wawaba, le Louaga, le Pinon. Chaque fois qu'il y avait des activités en Côte d'Ivoire, les autorités bien évidemment associaient les communautés burkinabées, et c'est à travers cela que nous avons pu découvrir la culture burkinabé. Donc il faut éviter de commettre cette erreur-là également. Maintenant, comme je le disais tantôt, je ne me définissais pas comme un Ivoirien, mais vous voyez le problème de citoyenneté. Un enfant qui grandit, il ne se préoccupe pas de ces choses-là. Il grandit dans un milieu et dans la mesure où il est accepté, il ne voit pas de différence avec ceux avec lesquels il partage ses réalités quotidiennes. Donc moi, je vivais avec mes frères ivoiriens sans réellement voir de différence dans le statut. Oui. Et c'est plus tard, lorsque j'arrive au lycée, que je finis par découvrir que le fait d'être burkinabé, d'avoir un statut d'étranger, ne me permettait pas d'avoir certains privilèges. Parce que lorsque en classe je travaille et que j'ai une grosse moyenne, l'Ivoirien peut-être qui n'a pas la même moyenne que moi, il est beaucoup plus privilégié parce que s'il y a des bourses qu'on doit octroyer à des nationaux, lui, on lui attribue ces bourses-là et moi, on ne va pas m'attribuer. Vous voyez un peu. Donc, c'est des choses comme ça qui, très rapidement, vous font prendre conscience de votre différence. Et donc, moi, d'abord, au-delà même de ce simple fait de nationalité, plus tard quand j'ai grandi, avec les stigmatisations, parce que c'est des choses qui sont réelles. Lorsqu'on en parle, certains de nos amis ivoiriens ne veulent pas entendre ce discours, mais je dis aussi que lorsque nous voulons bâtir une relation de confiance, il faut être à même de dire les réalités qui nous minent. Il faut être à même de les toucher du doigt afin qu'ensemble on puisse y trouver des solutions. Donc, lorsque vous voyez les stigmatisations auxquelles par moment des Burkinabés sont enclins en Côte d'Ivoire, on prend des gens qui ont des noms Ouedraogo, qui ont immigré en Côte d'Ivoire même avant l'indépendance, qui ont obtenu la citoyenneté ivoirienne. Et du fait de leur nom, ce que j'appelle le délit de patronyme, on les taxe toujours d'étrangers. Et donc, à un moment donné, je pense que cette relation de xénophobie-là est caractérisée par une question de pouvoir. Tant que le Burkina Faso, la terre-mère qui a enfanté tous ces immigrés-là, va être toujours considéré comme la misère par excellence, comme le pays où il n'y a rien à manger, comme le temple de la poussière, comme le lieu où les conditions de vie sont difficiles, tant que le Burkina Faso va toujours être considéré ainsi, il va de soi qu'à l'international, partout où un Burkinabé se trouve, qu'il soit méprisé. Et donc moi, dans ma perception des choses, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont un devoir vis-à-vis de la mère patrie. Et pas seulement de la Côte d'Ivoire, tous les Burkinabés qui sont dans la diaspora, que ce soit en France, que ce soit au Ghana, ils ont un devoir vis-à-vis de la mère patrie. Ils doivent contribuer à développer ce pays afin qu'on puisse, nous aussi, à un moment donné, ne pas être considérés comme ceux-là qui sont les mendiants de l'humanité. Moi, je ne suis pas fier, chaque fois que je consulte des chiffres, que ce soit au niveau du système éducatif ou au niveau économique, et qu'on classe le Burkina Faso comme étant dernier, lorsque j'arrive au niveau des feux tricolores, je vois des mendiants passer d'ici, de là, ce n'est pas une fierté pour moi. Donc je me dis d'abord, en tant que Burkinabé, il va de soi que je puisse contribuer à faire changer cela. Comment le faire? Je ne suis pas à un appareil de décision. À l'étape actuelle, on était des étudiants. Et ce qu'on faisait, c'est de mener des débats déjà afin d'amener les uns et les autres à prendre conscience de cet aspect. Aujourd'hui, je suis enseignant. Chaque fois que je discute avec mes élèves et que je sens que certains sont animés de complexes, il va de soi que je puisse contribuer à déconstruire ce complexe, à faire d'eux des Burkinabés qui sont conscients et qui sont objectivement mûrs intellectuellement afin de faire face aux défis futurs. Vous touchez du doigt un point très sensible, la question donc du patriotisme, la question de la fierté d'appartenir à ce pays et surtout d'en faire la promotion et d'en parler lorsque le besoin se fait sentir. Malheureusement, le constat, M. Sedgo, je n'ai pas besoin de le faire un schéma pour vous, vous le savez très bien, beaucoup aujourd'hui, parmi cette jeunesse, font partie de ceux qui sont les premiers qui tirent à balles réelles sur le pays, leur pays, sur le Burkina Faso. Nous sommes toujours les mêmes sur les réseaux sociaux où l'on retrouve tout le monde entier, mais nous sommes ceux-là qui faisons sortir entre griffes le derrière de notre pays aux yeux du monde. Alors, à cela, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous avez comme message pour cette jeunesse qui n'a pas encore compris que personne ne viendra faire la promotion de notre pays mieux que nous?
Bon, je pense que ça d'abord c'est un problème d'éducation, c'est un problème d'imaginaire. Parfois, les jeunes qui sont dans cette situation-là, je les définis moi-même comme des victimes. Des victimes en réalité. Des victimes en ce sens qu'ils ont grandi dans un milieu où parfois ils ont évolué dans des contextes où on tirait sur leur pays. Dans des contextes où parfois ceux-mêmes qui sont censés les éduquer dans ce sens, je parle des médias, ne font pas ce travail à la hauteur des attentes. Et de ce fait, lorsque on en arrive à s'auto-convaincre que c'est en le faisant, peut-être qu'on en arrive à exprimer notre patriotisme, certains pensent en le faisant qu'ils sont en train de faire du bien. Alors qu'au fond, si ces derniers peut-être avaient du recul et essayaient d'analyser avec froideur l'attitude qui était la leur, il allait de soi que ces derniers puissent prendre conscience. Donc, en conclusion, pour vous, M. Sedgo, nous ne devons pas en vouloir à ces jeunes qui sont, entre griffes, victimes aussi, comme vous les définissez. Je ne demande pas de ne pas... je demande tout simplement de ne pas... Je ne les dédouane pas. D'accord. Mais il faut d'abord aller dans une attitude de compréhension. Il faut d'abord comprendre ce phénomène-là. Et après avoir compris ce phénomène, l'attitude qui est la bonne d'ailleurs, ne consiste pas à les pointer du doigt, ne consiste pas à les stigmatiser ou à les juger, mais aller dans un sens d'éducation à mon sens. L'éducation, c'est quoi? Amener. Est-ce que, par exemple, si vous voyez quelqu'un qui est dans cette perspective-là, est-ce que l'idéal serait de tirer à boulet rouge aussi un retour sur ce dernier? Moi, je pense qu'on peut approcher cette personne et essayer de lui faire comprendre qu'elle n'est pas dans la bonne attitude. Ça, c'est les jeunes qui sont nés à la diaspora, j'ai envie de dire. Mais par exemple, ceux-là même qui sont nés ici, qui ont grandi ici et qui partent là-bas, qui font 1 année, 2 années, et qui ne comprennent plus le moré et qui refusent même de dire qu'ils sont burkinabés en Côte d'Ivoire à côté ici. Ça existe. Ça, qu'est-ce que... On va parler de Bobo ici. Moi, je dis Né-Ibero à quelqu'un, c'est Balafré, qui a refusé de me répondre Né-Ibero. Oui, effectivement. Moi, j'ai l'impression, à mon avis, je pense que c'est un sentiment de complexité. Voilà, ils sont complexés au fait, ces jeunes-là, qui refusent. En Côte d'Ivoire, à côté, aux États-Unis, moi aussi j'ai vu quelqu'un aussi balafré. I don't speak. Tu n'es pas né aux États-Unis comme moi ici. Tu es balafré, tu me dis, ok, il n'y a pas de problème. Tu dis, c'était bonne journée, amoré quand même. Je vais te faire un envoyé. En fait, aujourd'hui, la réalité des États africains est que quand vous prenez la situation du Burkina Faso de façon particulière, on peut étendre sa situation aux autres États. L'Africain est dans un complexe. Comprenez? L'Africain est dans un complexe parce que à Abidjan, par exemple, lorsque vous saluez quelqu'un que la personne n'arrive pas à vous répondre en français, voilà, on voit cela comme un manque de civilisation. Lorsque quelqu'un parle le français avec un accent morophone, ou voilà, un accent bété, voilà, on voit cela comme un déficit de civilisation. Alors que nous n'avons pas de problème lorsque les Japonais, les ambassadeurs japonais ou chinois par moment n'arrivent même pas à s'exprimer en français, on trouve que c'est normal. Par contre, voilà, on dit que... On a eu une audience avec le président. Et à la suite de sa phrase, qu'est-ce qu'on constate? Tonnerre d'applaudissements! Il y a une éducation au fait profonde qu'il faut avoir au fait dans les universités, dans les écoles et tout, pour décomplexer surtout les jeunes burkinabés. Ils sont tellement complexés et en plus même quand ils brillent quelque part, ils sont toujours en arrière. Je ne sais pas, vous avez quel problème? Bon. Alors on a besoin de chacun et que chaque burkinabé et chaque jeune de là où tu te trouves, que tu comprennes que tu es un colibri, le pays a besoin de vous. S'il vous plaît, venez ensemble, on va bâtir le pays. Il faut les applaudir pour les encourager à réaction avec vous. Écoute, Monsieur Sedgo, avec beaucoup d'admiration, en tout cas moi personnellement, je suis très fier de vous. Alors, vous aviez dépeint la situation, je vais revenir à l'époque 2002 où vous avez vraiment dépeint la situation et vous avez parlé du changement, vous avez dit l'éducation et tout. Mais pour aller plus loin, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait mieux
de vous engager politiquement ou bien au niveau de la société civile pour mieux porter, pour mieux opérer du moins le changement. Alors, ma deuxième question, on est avec des étudiants. Quand on jette un regard au campus, tout récemment, on a vu la crise à l'UFR SDS. Moi, j'aimerais quand même que vous faites un regard, vous faites une lecture de cette situation-là. Avec déjà le retard qu'on a dans nos campus, bon, les étudiants également sont en mouvement. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Est-ce qu'on doit jeter la faute aux étudiants ou est-ce l'administration? Alors, on va résumer tout cela pour permettre à M. Selgo de répondre de façon vraiment pragmatique, parce que le temps aussi est en train d'aller. Exactement. Alors, la première question, c'est de savoir comment est-ce qu'il entend opérer le changement. Est-ce que vous allez rejoindre un parti politique? Est-ce que vous allez rejoindre l'organisation de la société civile pour pouvoir mieux vous faire entendre et bien sûr comprendre? Je crois qu'aujourd'hui, la télévision nationale, l'apéro de Genève vous donne une tribune d'expression, mais vous serez encore plus entendu et mieux entendu lorsque vous allez vous retrouver dans les OSC ou dans les partis politiques en train d'occuper un poste politique. Est-ce que, M. Sedgo, quelque part, au fond, vous n'avez pas des intentions de ce genre? Ok, pour répondre rapidement à votre question, voilà. Et quand on définit la politique, c'est l'animation de la vie en cité. Et c'est comme ça que moi je définis la politique. Le travail que vous faites ici, lorsque vous le faites bien, quelque part ça contribue à honorer le Burkina Faso. Et je trouve que quelque part, c'est un effort politique au niveau culturel que vous êtes en train de faire ici. Moi, ma compréhension de la politique, c'est d'abord le travail que je fais sur moi-même. Faire en sorte que chaque fois que je me réveille le lendemain, que je me sente beaucoup plus meilleur qu'hier. Et ce changement-là, j'arrive à le partager, j'arrive à en faire profiter les autres. Et c'est ainsi que je définis la politique. On ne sait pas de quoi elle fait demain. Peut-être que je peux me réveiller demain avec l'intention de m'engager en politique. Pour le moment, dans un parti politique ou dans une OSC, pour le moment, ce n'est pas ma préoccupation majeure. Retenons que pour le moment, ce n'est pas votre préoccupation. Mais est-ce que vous êtes courtisé par ces hommes politiques? Dites-nous la vérité, M. Sedgo. Est-ce qu'il n'y a pas eu un jour entre nous? On a dit, entre guillemets, vous faites la cour pour rejoindre. Est-ce qu'on vous a pas déjà je participe à des conférences. Par moment, je ne prends pas même à des activités politiques parce que j'ai envie de voir aussi les idées que proposent ceux-là même qui ont décidé, qui sont à la charge de l'appareil d'État. Laissez-moi vous dire que si vous devez demain matin décider de faire de la politique, ça va vous réussir. La deuxième question, c'était par rapport au campus. Je me demande, mais avec le retard déjà qu'on a dans nos campus, on voit tout de suite des étudiants. On voit ici également des étudiants. Les étudiants qui crèvent à longueur de temps. Si c'est au niveau du campus, il y a deux problèmes. Il y a les problèmes structurels et les problèmes conjoncturels. Les problèmes conjoncturels, moi j'ai été délégué de promotion. Et par moment, il arrive des fois où dans une administration, on programme un devoir et le professeur lui-même n'est pas informé. On programme un devoir et vous arrivez à trouver dans la salle où vous devez composer le devoir, il y a une autre promotion qui est programmée. Et lorsqu'on reporte ce devoir-là, bien évidemment, cela va avoir des incidences sur le calendrier académique. Donc, je classe cela dans ce que j'appelle les problèmes conjoncturels. Et je pense que si l'université s'organise davantage, s'il y a une bonne communication à l'intérieur de l'administration, on peut bien évidemment éviter ce genre de problèmes qui aussi remettent en cause le calendrier académique qui a été prévu dès le début. Donc, les étudiants ne sont pas tenus pour responsables. Il y a les problèmes structurels. Les problèmes structurels aujourd'hui, des amphis où 3 000, 5 000, voire 6 000 étudiants prennent cours, vous voyez que c'est un peu de trop. Donc l'État aussi a la responsabilité aujourd'hui de construire des universités, de construire des amphithéâtres et mettre les étudiants dans les conditions adéquates. Je pense que si on en arrive à mettre en place ces différentes conditions-là, il n'y a pas de raison que les étudiants ne puissent pas briller parce que chaque fois qu'un Burkinabé arrive à l'international, il brille. Par moments, certains sont qualifiés comme étant des étudiants médiocres, mais lorsqu'ils ont des bourses et qu'ils se retrouvent aux États-Unis et dans bien d'autres pays, ils sont les meilleurs de leur promotion. Donc je pense qu'ils peuvent être aussi meilleurs au niveau du Burkina. Avant la réaction de ces deux dames, Sandrine et Adèle, qui ne vont pas vous lâcher, ça c'est sûr, apprêtez-vous. Moi j'ai quand même envie de mettre sur la table un sujet qui est d'actualité. Nous avons lu récemment sur les réseaux sociaux un écrit de notre grand frère, l'éminent journaliste qui avait été reçu à l'apéro de Genève, je parle de Ismaël Ouedraogo, qui parlait justement de la situation des étudiants. Une situation qui aujourd'hui est considérée à la limite vue comme étant très alarmante, parce qu'on n'en parle pas, on ne dit pas beaucoup de choses dessus, et pourtant il y a des étudiants qui se meurent de jour en jour. Il y en a même qui se pendent, il y a beaucoup de suicides. se suicident.
il y a beaucoup de difficultés. La prostitution également. Cette difficulté, cette douleur muette que ces étudiants ont à longueur de temps, les pousse à mettre fin à leur existence. Exactement. Ces étudiants n'ont pas demandé cette situation, ils sont juste venus à l'école du savoir. C'est vrai que quand ils arrivaient, peut-être que ceux qui ont devancé leur avaient dit que les conditions étaient bien, mais aujourd'hui, je suis convaincu que 50% au moins des étudiants qui arrivent après la première et la deuxième année ont tout de suite envie de faire autre chose. Alors, pour vous, M. Sédgo, pensez-vous qu'il y a-t-il une possibilité de rassurer ces étudiants ou de pouvoir trouver des voies et moyens pour l'amélioration de leurs conditions de travail? J'allais même dire de travail. La vie, c'est très souvent, il y en a qui ont la chance d'être dans des familles, mais au moins pour le travail, même quand ça caille à la maison, il y a le riz qui est là. L'étudiant peut au moins aller se sustenter là-bas avec un ticket. Allez, vous pensez que le problème, ce sont les étudiants ou c'est encore l'administration? Ah oui. Alors, pour répondre à votre question, je lisais une publication très récemment sur Facebook où quelqu'un disait comme ça que lorsque vous avez l'âge d'aider votre papa et votre maman et que vous n'y arrivez pas, il va de soi que lorsque vous rentrez dans la maison la nuit, le sommeil, il devient difficile à trouver. Ouais. Et aujourd'hui, beaucoup d'étudiants sont dans cette situation-là, où les parents se sont mis dans des conditions difficiles pour les scolariser. Les parents ont presque tout vendu pour qu'ils puissent être l'espoir de la famille un jour. Oui. Et on en arrive au campus avec des diplômes, on passe les concours, ça ne marche pas. Ça devient difficile. Derrière les sourires de chaque étudiant se trouvent parfois des calvaires difficiles à expliquer. Oui. Et lorsque ces gens-là n'ont pas des gens qui puissent les écouter pour pouvoir leur trouver des solutions, tout le monde n'a pas la même force morale pour pouvoir faire face aux situations. Tout à fait. Et ça crée les situations désolantes que nous connaissons aujourd'hui dans les cités universitaires et dans nos universités. Et donc, moi, ce que j'aimerais demander ici comme proposition de solution, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Il vous suit, il vous regarde et il vous écoute actuellement. Parce qu'il ne demande pas cette émission. Urgemment, on puisse mettre des centres d'écoute au sein des cités universitaires, qu'on puisse accompagner les étudiants avec des psychologues. Voilà. Surtout que l'université en forme d'ailleurs, l'université en forme de psychologues qui sont là, qui n'ont pas beaucoup de boulot aussi, puisque beaucoup ne peuvent pas les consulter. Alors, parce qu'on est face à une situation. Oui, comme ce que tu l'as dit, il ne faudrait pas après que les psychologues. Puisque les psychologues ont besoin de psychologues. Ça, c'est de façon urgente. Oui. Mais au-delà, il faut des réformes de fond. D'accord. Il faut faire en sorte qu'on puisse trouver un avenir décent à ces dignes filles et fils du peuple. Parce que quand vous voyez aujourd'hui la situation des terroristes que nous connaissons, ceux-là qui endeuillent notre nation, on n'est pas terroriste, on le devient. Et les étudiants aujourd'hui qui se promènent, qui n'ont plus d'espoir, qu'est-ce que ces gens-là vont devenir demain? Donc je pense que c'est un problème que l'État doit saisir, un problème sérieux qui mérite des solutions sérieuses, des solutions de fond, afin qu'on puisse sortir de cette impasse. Merci beaucoup, M. Sédgo. Avant la prochaine transition, est-ce que vous pensez être capable d'être le porte-parole des étudiants de Burkina Faso? Moi, je ne suis le porte-parole de personne, je suis le porte-parole de moi-même. D'accord. Parce que, vous voyez, ces considérations de porte-parole et de leadership, parfois, ça crée des jalousies. Et s'il arrivait que les étudiants vous opposaient? Je ne suis même plus étudiant. Et même quand je l'étais, voilà, je ne me revendique pas comme étant le porte-parole. Et s'il arrivait que les étudiants vous le demandent? Vous avez fait l'année, vous avez fait l'UGEP ou la FECIBF? Non, je n'ai pas fait de structure syndicale. Même s'il y avait une parfaite collaboration avec les différentes structures qui existaient sur le campus, dans les différentes mobilisations, puisque j'étais un délégué de promotion et au-delà, très actif et très engagé au sein du mouvement estudiantin. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question avant la transition? Si les étudiants vous demandaient, M. Sédgo, est-ce que vous allez accepter? Vous savez qu'il y a plusieurs... Il y a toute une... M. Sédgo, la réponse est oui ou non? Je n'ai pas connu mon doyen et né bien aimé Jackie Elfeno comme un dictateur. Transition, c'est parti. Viens de la cité, c'est maintenant.
C'est lundi, l'heure de la cité est au rendez-vous. Zediara, nous allons le faire très bien, très rapidement, précis, concis, pour le bonheur des téléspectateurs. Alors Jackie, on parle d'une situation qui a créé l'émoi au sein de la population bobolaise, qui également a enflammé la toile. C'est un piéton malheureusement qui a été mal percuté, mortellement percuté par un camion. Il faut dire effectivement que la scène justement s'est produite à Bobo de l'Assaut sur le boulevard, non loin donc du guichet unique pour ceux qui connaissent bien la ville de Sia, Jackie. Alors ces genres de situations qui se produisent là, c'est pas la première fois qu'on voit ça. La dernière fois, le c'était à ramener sur la table une femme enceinte qui a été malheureusement percutée également par un camion. Ça a créé vraiment la consternation donc chez beaucoup de riverains. Alors il faut dire qu'on pourrait par exemple lire des réactions sur la toile ou encore des gens qui disent que encore ces gros porteurs, on est fatigué de voir donc ces bennes là dans la circulation, surtout à des heures de pointe. Donc ça pose vraiment beaucoup d'interrogations. Et il y a d'autres qui disent arrêtez vos RIP. RIP c'est repose en paix, s'il vous plaît, et dites la vérité. Ces gars-là écrasent les gens par exprès. Bon, en tout cas, on pense que c'est la colère qui les amène justement à dire ceci. On ne va pas dire quand même que c'est exprès qu'ils le font. Mais l'un dans l'autre, Jackie, nous pensons effectivement que les camionneurs, les conducteurs de camions là devraient également revoir les heures de circulation. On en a parlé, on parle, mais malheureusement, les uns et les autres n'écoutent pas. Je pense qu'un arrêté également, c'est également qui nous dit de 22h à 5h du matin. Bon, à 18h, si on peut trouver justement... à 10h, on va les voir. Ou à 10h ou aux heures de temps, on va pas voir. C'est pas du tout intéressant. Alors, je pense qu'il est important pour ces camionneurs-là de faire beaucoup plus de prudence. Nous interpellons également, nous invitons justement les autorités compétentes à prendre les mesures qu'il faut pour faire respecter. Si vous prenez les arrêtés, je pense qu'il faut travailler également à les faire respecter également. À ces policiers également, nous en parlons. Il faut éviter également de prendre quelque chose moyennant justement, on vous donne de laisser passer. C'est pas intéressant. Si on voit également ces camions quelque part, peut-être qu'il a laissé peut-être des policiers devant et puis il est venu, peut-être qu'on l'a arrêté, peut-être qu'il a négocié. Il ne faut pas négocier. Des négociations à négociation, c'est des vies qu'on perd et c'est pas du tout intéressant. Je pense que pour ceux qui étaient sur la scène là, c'est horrible. C'est chacun de nous. Qu'est-ce que ça nous fait si on perd un proche? Si c'était nous, et si c'était moi, et si c'était lui, c'est pas intéressant. Donc mettons-nous dans la peau des victimes et pour justement mener à bien l'analyse. Alors voilà un peu, Jackie, ce que le de la cité justement avait apporté à l'endroit de nos téléspectateurs et fidèles fans de la paix. On espère avoir été justement compris par les uns et les autres. Nous l'avons lu sur les différents poteaux qui portent les feux tricolores, que lorsque tu as tort, reconnais ton tort avec humilité. Bien sûr. Et lorsque tu as raison aussi, il faut être très souple vis-à-vis de la personne Bien sûr. qui a tort. C'est tout ça qui fait la courtoisie en circulation. Si nous sommes courtois, nous allons éviter beaucoup de situations en circulation. Bien sûr. Mais aussi inviter les uns et les autres à une prise réelle de conscience, que chacun comprenne que la route, véritablement, elle tue. On n'a plus besoin d'en faire un écrit ou de faire des schémas pour illustrer cela. Tout le monde le constate, surtout quand on se retrouve en circulation. Donc, merci à vous, Zediara, pour avoir tiré sur la sonnette d'alarme. Et nous espérons que le message va quand même encore une fois de plus tomber dans l'oreille de nos autorités pour leur permettre de mener proprement leur mission, d'aller véritablement, concrètement sur le terrain et de pouvoir rétablir. Le problème se trouve au sein des autorités. Il faut que les autorités sévissent. Parce que s'ils sévissent, je pense que c'est... Il ne faut même pas céder aux raquettes. Non, les gens vous donnent la... Non, il ne faut pas céder parce que c'est la vie. Et c'est la corruption. C'est la corruption. Merci Zediara. Avant que notre invité ne réagisse par rapport donc à ce sujet, Adèle Wamba, c'est un complément? Non, c'est juste dans la même veine, la sécurité au fait au sein de nos foyers, au sein de nos familles, que ce soit côté branchement électrique, que ce soit côté gaz. Une famille Traoré à Ouagadougou, ici dans un quartier de Ouagadougou, a perdu la vie, monsieur, madame et leur dernier. Voilà, ils ont péri dans un incendie dans la nuit du 23 au 24 de ce mois. Voilà, vraiment paix aux âmes des disparus, mais protégeons, nous faisons tout notre possible. Et en ce qui concerne aussi les camions et autres, vraiment, que la corruption s'arrête aussi. Merci beaucoup à tous. Parce qu'on vend nos vies à travers des billets de 2000. Sandrine Konaté, y a-t-il un complément également avec vous? Parce qu'Adèle a dit, c'est vrai, c'est bien dommage. Et en même temps, moi, je profite de lancer, je ne vais pas faire la promotion de l'entreprise. Maintenant, ceux qui veulent peuvent me contacter, inbox et tout. Il y a une entreprise de la place qui existe et qui permet, en tout cas, tout ce qui est branchement
médicaments, gaz et tout, de pouvoir sécuriser. Et voir même en fait si on ne peut pas mettre la bouteille à l'extérieur de la maison et conduire maintenant, en tout cas, voilà, conduire le système avec alarme et tout. C'est conseillé pour toutes les familles parce que la vie n'a pas de prix. Donc on invite tout le monde à aller vers cette structure-là pour pouvoir avoir toutes les informations et souscrire pour pouvoir mettre sa famille en sécurité. Merci Sandrine Konaté. Voici un sujet qui est très intéressant. Et je vous dis, Sandrine Konaté, si vous mettez cette recommandation sur les réseaux sociaux, vous allez voir, ils vont lire comme ça, puis ils vont passer. Maintenant, mettez les bêtises sur les réseaux sociaux, vous allez avoir 5 000 likes ou 20 000 likes. C'est dommage. Alors, réaction avec notre invité. Alors, je pense que... Après tout ce qui a été dit. Après tout ce qui a été dit, je pense que pour pallier ce phénomène-là, il y a l'autoroute de contournement qui est en voie de réalisation. C'est vrai que les travaux ne sont pas encore terminés, mais je me dis que c'est aussi une solution du gouvernement pour pouvoir résoudre ce phénomène-là. Mais au-delà de ça, il faut continuer la sensibilisation. Et je pense qu'il y a plusieurs structures qui œuvrent dans ce sens-là, qui font un travail formidable qu'il faut déjà saluer. Et chaque Burkinabé, chaque acteur qui prend la circulation le matin pour aller au travail ou pour ses petits besoins et qui suit cette émission doit avoir à l'esprit que les accidents que nous constatons dans la circulation, ça pouvait être nous. Oui. Voilà, ça n'arrive qu'une seule fois. Et parfois, on n'a pas, c'est pas des choses où on a l'occasion de pouvoir apporter des corrections. Et Dieu n'a pas voulu. Voilà. À chaque fois, c'est Dieu qui a voulu. Dieu n'a pas voulu ça. Effectivement. C'est la bêtise humaine. Et donc, il faut que la sensibilisation continue. Oui. Il faut que chacun à son niveau aussi puisse prendre conscience. Mais en tant qu'enseignant, modèle pour les élèves et les étudiants, qu'est-ce que vous concrètement vous faites dans ce sens, M. Cedro? D'abord au lycée municipal de Paspanga, je pense qu'il y a une sensibilisation de l'administration du personnel. Je profite d'ailleurs de saluer le proviseur du lycée municipal de Paspanga qui suit cette émission. Oui. Il y a une sensibilisation qui est faite dans ce sens-là pour amener les élèves à porter le masque, le casque, à porter le casque. Le masque aussi, voilà, le masque aussi, puisque nous sommes dans une période. Voilà, masque et casque. Voilà, c'est devenu masque et casque. Voilà. Donc, apporter le casque en circulation. D'accord. Voilà. Et je pense que dans plusieurs établissements de la place, il y a un travail qui est fait dans ce sens-là pour amener les élèves à porter les casques. Et lorsque vous êtes en circulation, je pense que de plus en plus, à réduire aussi la vitesse. Parce qu'il y a d'autres qui ont le casque qui pensent qu'avec le casque là, tout le reste du corps, on ne peut pas broyer. Effectivement. Il faut insister sur cet aspect-là. Réduire la vitesse. Effectivement. Donc, je pense que réduction de vitesse. Avec le casque et la réduction de la vitesse et le masque, on peut éviter les accidents et le Covid-19. Et surtout aussi éviter d'être distrait en circulation. Absolument. Téléphone. Regardez les têtes des filles, surtout pour les enfants. En fait, attends, c'est les filles qui font que... regarde. D'accord. Voilà. Les filles aussi si elle regarde là, c'est qu'il y a... D'accord. Ok, Sandrine Konaté. Inviter les filles à ranger leur baya à l'intérieur du pantalon pour ne pas perturber en circulation aussi. Alors, monsieur Cédric, qu'est-ce que vous perturbez en circulation? Je pense que ça a été bien dit. Hein. C'est vrai qu'il faut condamner ceux qui regardent, mais il faut admirer aussi ceux qui exposent. Alors, moi j'ai la solution pour vous. C'est parce qu'il y en a que les gens regardent. Bien sûr. Invitez les filles à faire plus de sport pour être plus svelte, pour ne pas avoir de trucs énormes à exposer. D'accord, c'est tout ça. Mais au passage, on va avoir un coucou. Que ce n'est que de la graisse. Non, on va avoir un coucou quand même à ces femmes-là, oui. Parce que ces femmes-là, ce sont les vraies femmes africaines. Elles ont plus de surface à caresser. Nous les envoyons beaucoup de bisous. Merci d'avoir. Transition avec Sandrine Konaté maintenant pour la rubrique corps de métier. Aujourd'hui, nous allons faire un clin d'œil quand même une catégorie de la vie. C'est ça, non? Yeah. Alors, bon, sans plus attendre, on y va. Transition. Qui est à l'honneur ce jour lundi, Sandrine Konaté? Ce jour lundi, après 2-3 semaines sans pouvoir en parler, aujourd'hui, le tapis rouge sera enfin déroulé aux esthéticiens et esthéticiennes. Alors, tu sais que de plus en plus, ça centre la pousse comme de petits champignons. Ce sont des professionnels déjà, hommes
et femmes peuvent exercer le métier d'esthéticienne. Quand on dit esthéticienne, généralement on dit esthéticienne, mais il y a des esthéticiens ou des professionnels de l'esthétique. Garçons. Voilà, oui, bien sûr, garçons. Et il y a des femmes même qui préfèrent être prises en charge par des hommes, plutôt que des femmes. Moi, tout à fait. Non. Parce que si tu arrives à trouver que tu es plus belle que celle qui va te masser là, elle va te griffer, tu vas souffrir là-bas. S'il y a un métier que j'aimerais faire dans l'autre monde, s'il arrivait que je devais revenir, c'est bien. Non. Masseur. Non. Gynécologue. Elle a trouvé. Alors, ce sont des personnes, ce sont des spécialistes des soins corporels et de la beauté de la peau, de la beauté du corps. Alors, les missions et les rôles de ces personnes-là peuvent varier d'un client à un autre. On a notamment les soins du corps, les soins du visage et aussi ils vont nous apprendre comment poser une crème sur la peau et se pomader. Oui, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas se pomader selon le type de peau. Il y en a qui frottent un peu trop fort, il y en a qui frottent pas assez et ça fait que souvent on n'a pas le résultat attendu quand on utilise une certaine catégorie de crème. Donc en allant voir ces personnes-là, c'est l'une de leurs missions de nous montrer comment poser une crème du lait sur notre peau, sur notre corps, selon le type de peau. Alors ils font aussi des soins manucure, c'est-à-dire les soins des mains, pédicure aussi, soins des pieds, voilà. C'est vrai que je ne suis pas passée chez l'esthéticienne, mais je me suis faite moi-même mes ongles et tout. Les massages, les soins des mains, soins des pieds. Le massage, on en avait déjà parlé, c'est selon votre besoin. Il y a des massages relaxants, il y a des massages aussi thérapeutiques selon votre mal, en tout cas, que l'esthéticien ou l'esthéticienne saura vous conseiller. Alors, on a le traitement des boutons, ils vont nous aider à prendre soin de notre peau, à pouvoir traiter les boutons qui apparaissent souvent et qui ne sont pas très jolis quand on veut sortir, quand on veut se maquiller. Alors certains esthéticiens ou esthéticiennes aussi pratiquent le maquillage, c'est-à-dire ce qu'on appelle make-up pour une soirée, pour un film ou pour passer en télé, et cela varie en fait d'un cas à un autre. Le maquillage télé n'est pas forcément le maquillage pour une soirée. Alors c'est professionnel, la plupart de ceux qui sont professionnels savent faire la différence et sauront vous maquiller en tout cas selon leurs besoins. Alors la liste est tellement longue, on va s'arrêter là et on va aller rapidement sur les qualités et les compétences. La plupart des qualités et des compétences en tout cas vous seront données au niveau de la formation, mais on va retenir pour ce qui est des qualités humaines beaucoup de tact. Il y a des clients qui ne sont pas faciles, il faut avoir le sens du relationnel et avoir beaucoup de tact, avoir de la patience pour pouvoir écouter le client, bien sûr être très professionnel, être discret, ne pas dévoiler que tel client a un bouton ou un furoncle sous la fesse gauche ou un sein plus gros que l'autre, on reste très professionnel avec les clients et on reste vraiment ouvert. Et un aspect très très important pour les esthéticiens et esthéticiennes, vous savez très bien qu'il sera difficile d'aller voir un esthéticien qui lui-même ne présente pas bien, étant donné même qu'il pratique des épilations sur le maillot. Le maillot, on parle de l'intimité et les aisselles. Pardon? Non, rien. Le maillot, le maillot, la zone intime. On peut conseiller ça à un esthéticien pour que... on peut le conseiller à un esthéticien pour qu'il l'épile. Si vous préférez pas raser, parce que raser est différent d'épiler. Mais si vous voulez synonyme, enlever, retirer les poils de la zone. Non. Épilation, justement, ce n'est pas une lame. Non. Il y a plusieurs types d'épilation. Et tout ça, ça dépend aussi de votre type de peau. Il y en a qui ne supportent pas la cire, etc. Il va vous épiler. Du coup, je disais que ça sera compliqué d'aller voir un esthéticien qui ne présente pas bien. Vous arrivez et vous voyez même que les ongles de l'esthéticien sont sales. Et quand il soulève, merci. Tu vois ici, c'est jaune, c'est bleu. Du coup, ça ne donne pas envie. Du coup, il doit être agréable à regarder, présenter bien pour que la personne qui vient pour les soins puisse être en confiance. Beaucoup de tact, je l'avais dit, être
vraiment très soigné, ouvert, avec le sourire et évidemment une bonne haleine. Pour devenir pour devenir esthéticien ou esthéticienne, on a de nombreux centres, de plus en plus. Je vais parler du cas de notre partenaire NAS Mode qui est disponible, qui offre des formations. C'est carrément une école. Vous allez y aller du matin jusqu'au soir, suivre des cours et ça sera sanctionné à la fin par un diplôme. Il y a d'autres institutions qui existent et qui offrent des formations ponctuelles qui seront sanctionnées d'attestation. De toutes les façons, le métier est de plus en plus valorisé et on peut s'en sortir en tant qu'esthéticien selon un centre à un autre et selon qu'on est boss ou employé. Et pour terminer, vraiment, on va faire attention parce que comme je l'ai dit au départ, ces centres poussent de plus en plus comme des champignons et il y en a de moins professionnels, surtout les salons de massage. Ils ont fait pas mal de récemment. Heureusement que l'autorité a commencé à sévir, parce qu'il y a certains centres qui étaient des centres de prostitution déguisés. Donc il y a des centres professionnels. Voilà, il y a BBS, Bouncy Beauty Supply de Annick qu'on a reçu ici entre-temps, qui est disponible aux 1200 logements. Vous pouvez y aller et puis vous faire masser et tout. Donc prenez soin de vous et n'oubliez pas que la beauté intérieure est plus importante que la beauté extérieure, quoique bon, il convient d'en prendre soin. Il vaut mieux exceller dans une seule activité que d'être médiocre dans plusieurs activités. On parle de ces esthéticiennes qui également greffent à cette activité une autre activité parallèle qui est déguisée, qui est voilée, que vous avez appelée tout à l'heure, je ne sais pas, parce que ce nom n'est pas celui de ma bouche. D'accord, dans tous les cas, c'est quoi? Moi, je ne peux pas dire cela. Prostitution. Avec mini-jupe, grosse fesse, décolleté, comme massage, même au milieu. Des massages complets et tout. Alors, ça t'intéresse pas? Ça ne m'intéresse pas. Mercredi, nous recevons justement pour vous Madame Rwamba, qui est esthéticienne professionnelle. Ça va être l'occasion d'étaler encore plus cette activité-là. Voilà, ce métier qui est aujourd'hui de plus en plus surtout les femmes. Non, même les hommes. Hein. Bon, les hommes, c'est rare, on n'en voit pas beaucoup. Si, de plus en plus. Hein, beaucoup ils vont. D'accord, on va leur souhaiter plein de succès dans ce qu'ils font, les hommes qui font beaucoup de succès. Alors, Sandrine Konaté, merci beaucoup pour ce clin d'œil. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Notre invité réaction, M. Cédro, est-ce que vous allez arriver une fois l'année vous faire toujours les soins du visage et tout, gommage. Bon, franchement, je n'ai pas grande connaissance. Il faut s'y remettre. Parce que moi, je ne suis pas encore allé. On m'a dit d'aller, mais je ne sais pas comment il faut faire. La meilleure façon d'être propre et d'être clean, c'est de se laver avec du Citec ou avec Tabakourou. Il faut savoir utiliser oui, mais il faut savoir l'utiliser. Oui, mais Sandrine Konaté, tu es bien au courant, vous le savez, je l'ai toujours dit ici. Moi, je me lave avec toujours du Citec ou du Kabakourou depuis étudiant. Jusqu'à présent, ça m'a réussi. Je ne mets pas de pommade sur ma peau, mais je brille, j'ai un peau d'ébène. Je garde, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Réaction avec Adèle, justement, notre invité. On va aller très vite. Le temps que Mika ne nous rejoigne. Je pense que Mika va nous rejoindre le temps que Ziediara donc se retire. Et puis on va lui souhaiter une très belle journée le lundi. Et puis à très bientôt. On est ensemble. La vie à la Adèle Rwamba. Merci. Allez, Adèle. Oui, le temps est jaloux de nous. Alors, pour commencer, je souhaiterais parler de votre style vestimentaire. D'accord. Vous êtes habillé en sportswear. Ouais. Est-ce que c'est un style sciemment choisi pour être plus proche des étudiants, pour passer facilement et faire passer vos messages, ou bien c'est votre style de tous les jours? Vous êtes quand même prof d'anglais. Ça a été calculé, un style calculé, ou bien c'est naturel? Bon, je fais un peu la part des choses. Voilà, lorsque je dois me retrouver dans une salle de classe, bien évidemment que je ne peux pas m'habiller comme si je partais au maquis. Voilà. C'est vêtements de maquis ou bien? Non, ça c'est pas vêtements de maquis. Je pense que. Non, vous partez aussi au maquis de temps. Non. Non, par moment. Je pense que ceux qui y vont, c'est pas les rappels. Au passage, c'est très joli, et surtout avec l'effigie de Thomas Sankara. C'est magnifique. Merci. On sent que vous avez ces valeurs, et puis vous n'êtes pas celui qui dit Thomas Sankara chaque fois au bout des lèvres, mais vous êtes celui qui dit Thomas Sankara. En plus de ce qui sort
au bout de l'œuvre, vous êtes également Thomas Sankara dans l'action. Il faut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Adèle, on va aller rapidement pour la question. Alors, oui, c'est vrai, vous avez été lauréat de 10 minutes pour convaincre. Et en 1 minute, quand vous avez commencé à prendre la parole, vous m'avez déjà convaincu. Alors. Merci. Oui, merci. Alors, vous qui êtes proche des étudiants, qui vivez presque tous les jours parmi les étudiants, est-ce que vous pensez que le nouveau régime universitaire est un dispositif qui est mis en place pour faire échouer en masse les étudiants? Vous parlez du système LMD. Le système, oui. Voilà. Évidemment, lorsque on analyse le système LMD de façon holistique, c'est un système qui est exigeant. C'est un système qui demande des infrastructures, c'est un système qui demande un certain nombre de commodités. Ce n'est pas nous qui le disons, la réalité sur le terrain aujourd'hui fait montre du chaos. Donc dire que le système a été mis en place pour pouvoir faire échouer les étudiants, c'est peut-être un peu trop exagéré. Oui, parce que beaucoup n'ont plus la moyenne, beaucoup dépriment et beaucoup se suicident. C'est peut-être un peu trop exagéré parce que je ne pense pas que l'intention première de nos autorités, c'est de faire échouer les enfants de la nation. Mais je dis tout simplement qu'il y a une réalité qui est là, qui est visible, qui est réelle, qui est viscérale, qui mérite qu'on puisse y trouver des solutions. Est-ce que vous êtes pour le système LMD, oui ou non? En tant que système, je suis pour le système LMD. Je suis pour le système en tant que système. Mais pour son application, je pense que les moyens doivent être mis à profit. Pour que les étudiants ne subissent pas ce système-là. Nous sommes à 10 minutes de la fin de cette émission. On va donc aller vite avec... Voilà, oui. au fait, On va être pragmatique, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Alors, pensez-vous qu'il est impératif de concilier les études aux travaux manuels? Parce que beaucoup d'étudiants, au fait, sont là, ils ne connaissent que le papier, ils ne savent même pas utiliser leurs 10 doigts. Pensez-vous qu'il est impératif, au fait, de concilier les deux pour fabriquer au fait des travailleurs de demain, mais pas des chômeurs? Beaucoup ont leur diplôme, sont sortis des universités, mais tout me caille, pas de boulot. Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais je pense qu'il ne faut pas aussi exagérer parce que moi j'ai des amis tailleurs, j'ai des amis au-delà des études qui se débrouillent dans pas mal d'activités. Mais ils sont combien? C'est combien % au fait des étudiants? Ils ne représentent pas la majorité, mais il faut déjà saluer cela et encourager les autres à emboîter le pas. Je pense que vous n'avez pas compris sa question. Non. Sa question, c'est de vous demander, M. Sédoué, qu'est-ce que vous avez à dire à ces étudiants? Est-ce que les étudiants doivent impérativement, en plus des études, apprendre donc à faire quelque chose de leur main? Oui, je pense. Les étudiants doivent apprendre un métier, mais je pense que ça doit être une culture même du système. Il faut intégrer cela même dans le système. Dans le programme. Pour fabriquer des travailleurs de demain. Pour fabriquer des travailleurs de demain. Des chômeurs. On a bien compris cette démarche. Alors, avant que Sandrine Konaté ne pose sa question et Mickaël qui vient nous rejoindre, nous allons donner la parole à notre délégué général de la cité universitaire, c'est ça? De la Padoie, c'est ça. Acclamation, Monsieur Sassouma. Ok, bonjour. Alors, c'est vrai que le temps, il est là, il est un peu jaloux, mais dans tous les cas, nous allons vous laisser le soin de partager en 1 minute maximum ce que vous avez à dire ce matin. Est-ce que si vous avez un message pour les autorités, vous avez un message pour les étudiants, vous avez un message adressé à une cible bien définie, vous allez partager avec nous votre message. Monsieur Sessouma, présentez-vous d'abord. D'accord, je suis Sessouma Ibrahim, le délégué général adjoint de la cité universitaire de la Padoie. D'accord. Ce matin, l'honneur me choisit, au nom de tous les résidents de la cité universitaire de la Padoie, de prendre la parole et de remercier tout le personnel de l'apéro qui fait des merveilles, qui vend l'image du Burkina au-delà de l'Afrique. Il faut dire que c'est votre école, nous apprenons beaucoup à votre école et nous vous encourageons à continuer. Alors, M. Sessouma, on sait également que les étudiants ont une activité bientôt. Alors, parlez-nous-en rapidement en quelques mots. Effectivement, la cité universitaire de la Padoie commémore les 25 ans d'existence, 25 ans de passage de promotion. Alors, oui. D'accord, donc 25 ans d'existence de la cité, sous le thème 25 ans d'existence, quelle contribution pour la formation de l'élite et la promotion de la cohésion sociale. Il faut dire que c'est placé sous le patronat du ministre de l'enseignement supérieur et le parrainage de l'honorable Seydou Maïga, le co-parrainage de maître Pierre Yanogo, maire de l'arrondissement 2 de Ouagadougou, et de madame
Ansem Sommet, la directrice générale du FONER. D'accord. Et ça se déroule quand? C'est étalé sur combien de jours? Il faut dire que les 25 ans vont se dérouler du 28 au 31 janvier 2021. D'accord. Donc la cérémonie d'ouverture est prévue pour le 28 D'accord. à l'université Joseph Kizerbo dans la salle Péjut. D'accord. Alors, quelles sont les activités qui sont donc au programme? Oui, il y a des activités comme les débats d'art oratoire, les conférences, les partages d'expériences, les soirées culturelles, les prestations artistiques. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez laisser un numéro de téléphone pour toute personne qui aurait besoin de plus d'informations pour justement associer son image ou vous accompagner dans cet événement? D'accord, il faut dire que pour participer à l'événement, il suffit juste de contacter le 75 76 02 99. Merci beaucoup, M. Sessouma. Un rappel du délégué donc adjoint des étudiants de la cité universitaire de la Padoue. Acclamation pour lui. Tout à fait. Avec toi, rapidement. Aujourd'hui, on dit aux étudiants d'entreprendre parce qu'il n'y a pas de place dans la fonction publique pour tout le monde. À côté, il y a certains aussi qui vendent le rêve en disant « je suis parti d'une plume à plusieurs hectares de fermes et tout ça ». Alors, est-ce que vous pensez que tout le monde est fait pour entreprendre? Tout le monde peut entreprendre? Je pense que tout le monde peut entreprendre, mais avant que tout le monde puisse entreprendre, il faut qu'il y ait des conditions favorables à l'entrepreneuriat. Oui, justement, d'où ma question de certains qui disent en fait qu'ils sont partis d'une plume de poulet à aujourd'hui de nombreuses fermes pour dire de rien, de zéro ou bien d'une tasse de café même sans eau chaude pour est-ce qu'on peut partir de rien, zéro et être quelqu'un vraiment? Est-ce que c'est possible? Je ne suis pas un expert en coaching. Dans ce domaine, malheureusement, oui. Le coach raconte, mais je fais un constat. Le constat est qu'aujourd'hui, on ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat s'il n'y a pas un certain nombre de conditions qui soient créées par les autorités politiques. Quand je prenais certains secteurs où des gens ont des monopoles, lorsque vous entrez dans ce secteur-là, bien évidemment que si ce dernier est rattaché à une oligarchie étatique, vous ne pouvez pas prospérer là-dedans dans ce secteur. Donc, il va de soi aussi que les autorités politiques puissent mettre en place des politiques favorables à l'entrepreneuriat, encourager les jeunes qui entreprennent, pour ne pas qu'on soit dans une concurrence parfois déloyale, qui décourage et dissuade ceux qui ont essayé dans ce domaine-là. D'accord. Mika, avec votre question rapidement. D'accord, je vais commencer par dire bonjour à la team, aux téléspectateurs, à notre chaleureux public. Bonjour, je suis vraiment contente de vous retrouver. Alors, la santé, l'amour, la grâce de l'éternel, ce sont les couleurs que je vous souhaite pour cette semaine. Merci pour les souhaits. On va applaudir pour Mika, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, Mika. Alors, ma question, c'est celle-là. Vous êtes initiateur du projet Ambassadeur du livre, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est? Quel est l'objectif, en gros? Alors, Ambassadeur du livre, j'ai initié ce projet à la suite d'un constat. Le constat, c'est lequel? La majeure partie des étudiants, pour ne pas dire de la génération actuelle, les gens ne lisent plus. Voilà. Quand vous prenez les aînés sont très cultivés, les aînés sont intellectuellement outillés, du fait que ces derniers fréquentent beaucoup les livres. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez la jeunesse, les gens ne lisent plus. Pourquoi les gens ne lisent plus? Parce que les livres n'intéressent pas les gens. Les gens ne connaissent pas l'enjeu du livre dans le monde actuel. Et donc, ambassadeur du livre, c'est une façon pour moi de promouvoir le livre auprès de la jeunesse, amener ces jeunes-là à s'intéresser à la lecture. Parce qu'un étudiant qui ne lit pas, intellectuellement, il ne peut pas être outillé. Le livre numérique ou physique ou papier? Donc, quand je parle de livre, ça peut être physique, ça peut être numérique, mais l'objectif c'est d'intéresser les gens à la lecture. Alors ce qu'on retient, il faut lire parce que le savoir se trouve dans les livres et la vie se trouve dans les livres et c'est important. Alors, elle demande quels sont les moyens que vous direz, vous faites quoi exactement pour que les étudiants puissent s'intéresser? Sur les réseaux sociaux, on utilise les réseaux sociaux. Il y a une grosse campagne qui a battu là-bas. Une campagne de sensibilisation, on a une page qui existe à cet effet sur Facebook. On fait la promotion d'abord des jeunes écrivains. On encourage les jeunes à écrire et on encourage aussi les jeunes à lire. Sur le terrain pratique, on organise par moment des concours de lecture, des concours où on essaie un peu de tester l'acuité intellectuelle des uns et des autres afin de créer des modèles qui puissent inspirer en retour d'autres jeunes dans ce sens-là. Merci beaucoup, M. Serugo. Nous avons la seule étudiante qui va prendre la parole ce matin parce qu'on nous dit qu'il est déjà l'heure de cette émission. Comment vous vous appelez? Vous allez vous tenir debout, s'il vous plaît, et puis donner votre nom, prénom. Vous êtes étudiante en... Droit. Droit. Je me nomme
Allez-y, c'est ouvert, allez-y. Je me nomme Rasmata Sawadogo, étudiante en droit, et je suis là pour parler des 25 ans de la cité universitaire de la D'accord, on va savoir avec vous rapidement, en 30 secondes. On doit savoir que les 25 ans de la cité universitaire de la Padoie se dérouleront du 28 au 31 au sein même de la cité universitaire de la Padoie. Nous invitons tout le monde, tous les jeunes, peu importe le statut, à participer à cette fête car elle va contribuer non seulement à montrer le talent des étudiants, mais mettre aussi en exergue les étudiants en mode, comment on appelle, montrer leur talent de façon physique et culinaire aussi. Alors, mais avant de partir, justement, vous, étudiante, vous êtes une jeune fille, est-ce que la vie d'étudiante, c'est facile à l'université, dans les cités, là? Parce qu'il paraît que les femmes dans les cités universitaires, souvent, surtout quand on est en présence des garçons comme ceux-là, c'est facile. Non. C'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Qu'est-ce qui ne va pas? Au fait, c'est difficile du point de vue financier, du point de vue adaptation, du point de vue financier, parce que non seulement vous devez aller à l'école, et comme vous êtes en cité, il y a beaucoup de choses qui manquent. Vous êtes obligé de faire des gombos, nous on appelle gombos, des petits boulots par-ci, des petits boulots par-là pour subvenir aux besoins. Mais il y a aussi des garçons qui sont à côté qui vous proposent des choses aussi. Bon, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en fin de cette émission. Quelqu'un qui dit qu'il est étudiant, il ne fait rien. Allez, là, on travaille puis on est étudiant. Vous voulez vous asseoir et puis l'argent va venir où ça? Donc, il faut monsieur Sédego, alors, votre dernier message ce matin, c'est inviter les étudiants donc, à concilier études et petits métiers, ou est-ce que c'est dire aux étudiants de s'asseoir avec les parchemins et puis d'attendre qu'il est à l'heure de lutte? Alors, mon dernier message ce matin, je voudrais d'abord demander à tous les étudiants qui nous écoutent de ne pas perdre espoir. C'est vrai qu'il y a des conditions de vie difficiles, mais au-delà, on peut s'armer de courage et faire face aux défis qui sont les nôtres. Au-delà des étudiants, je voudrais m'adresser aux Burkinabés, à tous les Burkinabés qui nous suivent et à tous les Africains. Il ne suffit pas d'être dans la logique de dire les autres ne nous aiment pas. Mais qu'est-ce que vous faites pour être aimé aussi des autres en retour? Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'amour, nous avons besoin de respect. Et le respect s'impose à travers notre travail quotidien de tous les jours. Si les autres ne veulent pas de nous, il va de soi qu'on puisse s'organiser pour être des modèles. Et en ce sens-là, on sera comme les Chinois qui ne se sont pas promenés partout pour dire la vie des Chinois comme on le voit aujourd'hui en Europe avec le mouvement Black Lives Matter. Mais ce sont des gens qui ont travaillé à s'imposer. Aujourd'hui, partout où un Chinois passe, il est respecté. Je pense que l'Africain peut également relever ce défi. Et c'est le credo qu'on s'est accordé en tant qu'étudiant, en tant qu'élite de demain. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que de vivre 100 ans comme un mouton. C'est tout ce que nous vous souhaitons, mesdames et messieurs, pour cette semaine. Et vivement que Allah soit à nos côtés, qu'il continue donc de nous guider, de nous inspirer. Monsieur Sédego, vous avez été largement à la hauteur. Merci. On vous donne la bourse. Merci. On a suivi vos études. Merci d'être venu. Allez, au revoir. Non, mais c'est vrai.